Ok, une petite capsule un peu rapide. Donc, on fait une petite digression après avoir fait les modèles de binomial et de fréquence. On va parler un tout petit peu de modèles de comptage. Et ensuite, on aura fini pour cette petite partie sur les tests. Ok, donc, pif, paf, pouf. Voilà. Donc, on est sur les comptages. Donc, on a envie déjà de construire un intervalle de confiance et ensuite, éventuellement, de construire un test. Okay. Donc, il s'avère que pour une loi de Poisson, alors, juste pour rappeler une petite propriété de la loi de Poisson, je vous rappelle que la loi de Poisson de paramètre mu, elle vérifie la propriété suivante, qui est que l'espérance, donc c'est x sur une loi de Poisson de paramètre mu. Dans ces cas-là, l'espérance de x, c'est mu, et la variance de x, c'est aussi mu. Okay. Donc, comment est-ce que je peux construire mon intervalle de confiance? En fait, on va juste utiliser le théorème central limite. Le théorème central limite nous dit, si jamais je prends x bar, moins mu divisé par la racine carrée de mu sur n, cette chose-là doit suivre à peu près une loi normale. Alors, on reviendra sur cette expression un peu plus tard, parce qu'en fait, on va essayer de la résoudre explicitement. En fait, on va commencer dans un premier temps par faire la même astuce que ce qu'on avait fait dans le cadre d'une proportion, c'est de dire, OK, cette chose-là, je vais la remplacer par x bar, tout simplement. Et donc, en fait, on aura envie de dire, x bar moins mu sur la racine carrée de x bar, et je vais récupérer mon racine de n ici, doit suivre à peu près une loi normale. OK, donc c'est relativement naturel. Et si jamais j'écris sous cette forme-là, de la même manière que ce qu'on a toujours fait, je suis capable de construire un intervalle de confiance. Simplement parce que je vais dire, cette chose-là, c'est z. Et donc, on arrive à écrire quelque chose de la forme, mu sera égal à, attention, on s'accroche, x bar moins z. Et puis, je vais récupérer du racine carrée de x bar divisé par racine carrée de n. Okay, donc, on convertit ensuite notre z en des quantiles et, comme par hasard, on tombe sur cet intervalle de confiance. Voilà. Donc ça, c'est l'intervalle de confiance, alors ce que je vais appeler encore l'intervalle de confiance de Wald. En fait, c'est l'intervalle de confiance asymptotique avec une approximation normale. Et donc, on récupère cet intervalle de confiance ici, qui consiste à dire, si jamais vous voulez un intervalle de confiance pour une proportion, dans ces cas-là, vous prenez la moyenne, plus ou moins de votre quantile de la normale, donc moins 1,96 plus 1,96, multiplié par la racine carrée de x bar sur n. Okay. Donc, par exemple, ici, je vous le fais sur. Alors, il s'avère que cette fonction, il y a une fonction sous R qui permet de le faire, c'est les confidence interval. Désolé. Confidence interval sur les poissons, donc poisson CI. Okay. Comment est-ce que je le fais? C'est à peu près la même chose que tout à l'heure, c'est de dire que pour les proportions, je n'ai pas besoin d'avoir mon échantillon. La seule chose qui est importante, c'est d'avoir le nombre de fois où j'ai observé des choses. Okay. Donc, contrairement au cas où j'ai des données complètes avec des tailles d'élèves ou ce genre de choses, je ne suis pas obligé d'entrer mon vecteur de x, il suffit de lui dire combien de fois est-ce que j'ai obtenu des choses que j'ai pu observer. Donc la seule chose que vous avez besoin de donner, c'est la somme des x, n, et après vous lui dites quel type de test vous voulez faire, donc en l'occurrence, pas plutôt quel type d'intervalle vous voulez. Nous, c'est un two-sided, donc on est vraiment sur l'intervalle bilatéral autour de mon x bar. Okay, donc je prends mon x bar, puis je vais l'encadrer autour. Okay. Donc nous, c'est le test de Wald. Donc, par exemple, ici, j'ai tiré des lois de Poisson, donc j'ai tiré 60 observations, donc j'ai des observations x1, x60. Chacune des réalisations xi, c'est en fait une loi de Poisson de paramètre 5. Okay, donc je rappelle, une loi de Poisson de paramètre 5, en moyenne, ça vaut 5. Okay, donc ça pourrait être genre le nombre de caries qui est dans la bouche d'un enfant. Voilà. Donc, en moyenne, il y a 5 caries dans la bouche d'un enfant. J'ai un échantillon de 60 enfants, je veux trouver un intervalle de confiance sur ma probabilité. Donc nous, on vient de construire l'intervalle de Wald. Donc il nous dit effectivement, en moyenne, sur le 60, on avait obtenu 5,06, donc on n'est pas loin du 5, mais ça c'est logique. Encore une fois, j'ai un petit peu d'observation. Et je peux récupérer mon intervalle de confiance. Donc il me dit qu'il y a 95 chances sur 100 pour que le nombre de caries dans la bouche d'un enfant moyen, ce soit entre 4,5 et 5,6. Okay, donc je récupère comme ça mon intervalle de confiance à 95% sur cette base d'hypothèse de loi normale. Mais on voit qu'on peut en faire deux autres en particulier. Il y en a un qui est exact et sur lequel on va revenir dans un instant. Alors, on peut juste observer qu'en fait, cette valeur-là, elle est quand même assez proche de celle-là. Donc, c'est peut-être un raffinement, mais encore une fois, j'ai mis des étoiles. C'est pour ceux qui veulent creuser un petit peu des histoires de comptage. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Il y a une autre propriété qui peut être intéressante. C'est la chose suivante. C'est que si jamais vous regardez la fonction de répartition d'une loi de Poisson, okay, donc je vous rappelle, une loi de Poisson, sa fonction de masse, c'est exponentiellement lambda puissance x sur x factoriel. Okay, ce qu'on peut montrer, c'est qu'en fait, ça correspond à la probabilité qu'une loi du qui2 dépasse un certain seuil lambda. Okay,
Et la loi du qui 2, elle a pour paramètre 2 fois 1 moins y. Où y, c'était en fait la valeur qui se trouve ici. Donc, on a une petite propriété magique qui fait qu'en fait, je peux passer par une interprétation en termes de quantile, puisqu'en fait, si jamais j'essaie de trouver des probabilités pour qu'une grandeur qui suit notre poisson soit plus petite ou égale à petit y, on va faire intervenir un qui 2. Et donc, en fait, je vais aller chercher, donc nous, on va chercher des informations sur le paramètre lambda. Okay, donc, si jamais je veux trouver des lambda qui vérifient ça, ça veut dire que lambda, ça correspond à 1,5 fois une valeur d'un quantile. Okay, donc, en fait, assez naturellement, on va se dire que si jamais j'ai suffisamment d'observations, okay, dans ces cas-là, je peux trouver un intervalle de confiance à 95% pour mon paramètre de moyenne, qui sera la moitié du quantile de la loi d'une loi du qui 2 à 2n fois x bar, ce qui revient tout simplement à dire 2 fois le nombre de fois où j'ai observé mon événement, donc 2 fois le nombre de caries total que j'ai observé dans ma population, donc le quantile de niveau alpha sur 2, et pareil pour ma borne sup, 1,5 fois le quantile du nombre de caries, le quantile de niveau 1 moins alpha sur 2, quand les degrés de liberté correspondent à 2 fois le nombre de caries observés dans la bouse des enfants plus 1. Donc on a un petit plus 1 qui va intervenir. Okay, donc on a ce petit intervalle qui repose sur une petite propriété magique de la loi de Poisson et des liens avec le qui 2. Alors, en fait, sur mon histoire de Wald, on avait triché un tout petit peu, c'est qu'on avait dit ce dénominateur, il me gêne parce que j'ai mon lambda au dénominateur. Il me gêne, mais d'un autre côté, donc on avait transformé ça en disant je vais le remplacer par y bar. Okay, donc pourquoi pas asymptotiquement, c'est relativement c'est pertinent, mais en fait, le vrai théorème nous dit normalement que c'est y bar moins lambda sur la racine carrée de lambda multipliée par racine carrée de n qui doit suivre à peu près une loi normale. Et en fait, ce n'est pas forcément si gênant que ça de travailler sur cette valeur-là, essentiellement parce que si jamais je veux construire un intervalle de confiance, en fait, on peut montrer que cet intervalle, en tout cas l'intervalle de confiance bilatéral, en fait, je peux l'avoir assez facilement en prenant des carrés. C'est-à-dire que comme cette valeur-là et cette valeur-là sont opposées, okay, ce que je suis en train de dire, c'est que le carré de cette valeur-là va être forcément plus petit que le carré de la valeur à droite. Okay, et quand on l'écrit comme ça, l'avantage, c'est que tout d'un coup, on va faire intervenir un polynôme de degré 2 en lambda et on va juste se demander quelle est la probabilité pour que lambda soit compris entre deux valeurs, parce qu'on va chercher, en fait, on a une parabole ici en lambda, donc on va chercher les valeurs pour lesquelles notre parabole va être négative, et donc on va récupérer comme ça nos bornes pour notre intervalle lambda. Okay, donc je vous passe les maths, mais en fait on arrive à quelque chose de relativement simple à résoudre, et on arrive à cette équation qui est très très moche, mais pas si moche que ça, parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? Donc j'ai mon intervalle de confiance pour lambda, la borne 1, c'est mon paramètre de moyenne plus une petite correction. Et cette correction doit vous dire quelque chose. Cette correction, si jamais vous regardez attentivement, la valeur qui se trouve ici, à peu de choses près, si je simplifie, ça va être du 1,87. Donc en gros, c'est du 2. Je l'élève à la 2, ça me fait du 2. Donc je retrouve du 1 sur 2n. Donc on retrouve des petites corrections pour des histoires de continuité. Donc j'ai une petite correction ici. Pareil là aussi, j'ai un du 1 sur 2n. Okay. Et si jamais je regarde le terme qui va se trouver respectivement à gauche et à droite, si jamais je mets de côté cette petite correction en 1 sur n2, okay, dans ces cas-là, qu'est-ce que je récupère? Je récupère mon quantile de ma loi normale, donc je récupère mon 1,96 que je peux sortir parce qu'il est au carré. Donc je récupère mon U, puis je récupère du racine carrée de y bar sur n. Donc en fait, si jamais j'enlève les deux termes, qui sont le terme là, et le terme là, et le terme là, je récupère tout simplement y bar moins U racine carrée de y bar sur n. Et le terme de droite, c'est y bar plus U racine carrée de y bar sur n. Okay, donc on fait juste une petite correction avec cette méthode-là. Voilà, le point c'est que, ok, c'est pas très joli, mais numériquement, c'est assez facile à calculer. Okay, donc cette méthode-là va vous donner la seconde approximation. Alors je crois que ça correspond à l'approche par le score. Et en fait, effectivement, on voit qu'on est sur des grandeurs qui sont très proches. Ok. Donc, il s'avère que pour les tests, on a une fonction sous R qui le fait, c'est Poisson test. Là encore, je n'ai pas besoin de lui rentrer un vecteur d'observation. Je lui dis combien de fois j'ai observé des caries, combien de caries j'ai observé, le nombre d'enfants que j'ai consultés. La question que je me pose, c'est est-ce que R est égal à 5? Donc, R ici correspond à mon lambda ou à mon mu. Je l'ai appelé mu ici. Donc, en gros, c'est est-ce que mu est égal à 5? Donc, là, c'est mon hypothèse H0. Et l'hypothèse alternative, c'est que ce n'est pas égal à 5. C'est toujours la même chose quand on fait un test. Vous pouvez aller voir tout ce que vous voulez, mais l'important, c'est la p-value. Elle est à 81%, donc je vais accepter mon hypothèse H0. Et on voit qu'on a la même
histoire qui est racontée avec l'intervalle de confiance. Comme 5 est dans l'intervalle de confiance à 95%, puisque l'intervalle de confiance, c'est le même que celui qu'on avait obtenu tantôt, c'est le 4,5, 5,7. Dans ces cas-là, on va accepter notre hypothèse H0. Okay, donc, c'est assez facile de travailler sur des comptages et on retrouve à peu près la même histoire. Donc, je peux calculer aussi ma p-value. Donc, on voit que comme on avait une statistique qui tombait sur 5,06, okay, c'est l'endroit où ma p-value est maximale. Donc, ici, je me retrouve en fait sur tout simplement la somme des xi sur n, okay, qui est l'estimateur naturel de la proportion d'une loi de Poisson. C'est l'estimateur du maximum de vraisemblance et la méthode des moments. Okay. Tant que je suis proche de cette valeur-là, j'accepte mon hypothèse H0. Okay. Par contre, on voit que si jamais je me mets un seuil à 5%, on va l'exclure dès lors qu'on est ici et dès lors qu'on est là. Et on retrouve, comme par hasard, des valeurs qui sont très proches de ces valeurs de l'intervalle de confiance. Okay. Donc, on retrouve le fait que les tests et les intervalles de confiance nous racontent finalement des histoires assez semblables, d'accord, qui nous permettent de voir un petit peu quand est-ce que je valide ou pas mes tests. Okay. Et donc, ce test-là peut se généraliser là encore à 2 échantillons. Okay, donc, supposons qu'on ait 2 dentistes, un qui est certains enfants et d'autres qui est d'autres enfants. On mesure le nombre de caries avec des lots de Poisson. J'ai envie de me demander, est-ce que la proportion, elle est différente ou est-ce qu'elle vaut la même? Okay, donc, j'ai une loi de Poisson de paramètre mu x, des observations en y qui ont une loi de Poisson de paramètre mu y, et je me demande, par exemple, est-ce que mu x est égal à mu y? Mais dans ces cas-là, on a quelque chose qui va s'apparenter à ce qu'on avait fait auparavant, donc à condition d'avoir suffisamment d'observations. Okay. Si jamais H0 est vrai, cette grandeur-là suit une loi N0. Donc, je me contente de dire, je vais prendre la moyenne entre mon groupe de X et mon groupe de Y. Je vais corriger par la variance. Et la variance, on utilise le fait que pour une loi de Poisson, on maîtrise quand même relativement bien les variances. Puis c'est la variance la variance d'une loi de Poisson, c'est son paramètre. Et la somme de lois de Poisson, c'est encore une loi de Poisson. Donc, si jamais je m'amuse à tous les sommer, voilà, on récupère comme ça notre estimateur pour la variance. Et donc, on est toujours sur la même chose. Comme mon hypothèse alternative, c'est que ce n'est pas la même valeur. En l'occurrence, ici, mon P0 vaut 0. Okay, je vais rejeter dès lors que Z est grand. Okay, donc, ça marche relativement bien. Alors, juste un petit mot sur la loi de Poisson. Il y a un package en fait, qui fait des choses assez jolies sur la loi de Poisson. C'est le package VCD. Okay, donc, VCD vous permet de faire plusieurs choses, en particulier qui permet de faire des tests d'ajustement. Alors, je ne vais pas trop revenir sur on reviendra plus tard sur les tests d'ajustement quand je parlerai du test du Ki2 et des lois factorielles. Okay. Mais ce qu'il peut vous faire, par exemple, c'est. Alors, je reviens sur mes nombres de caries dans la bouche des enfants. Okay. En fait, il peut vous regarder. Donc, déjà, il vous estime les paramètres par maximum de vraisemblance et il vous dit ce que donnerait ce que vous avez observé versus ce que donnerait le modèle si jamais la loi de Poisson marchait. Okay. Donc, par exemple, le nombre d'enfants qui ont 4 caries, j'en ai observé 12. Si jamais ma loi de Poisson de paramètre 5,06 marchait, je devrais en avoir à 10,38. Si je regarde les enfants qui ont 7 caries, j'en ai observé 8. Et normalement, si j'avais une loi de Poisson, je devrais en avoir 6,43. Donc, ça marche relativement bien. Alors, en fait, on peut regarder ce qu'on appelle un résidu de personnes. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est la différence entre ce que j'ai observé et ce que j'ai fité, que je vais diviser en fait, par la racine carrée de ce que j'ai observé, peu importe. Et je peux le visualiser comme ça. Donc, en tout cas, je peux visualiser mes fréquences empiriques. Okay, ce qui vous permet de voir effectivement est-ce que votre échantillon, est-ce que ça marche bien. Donc, par exemple, ici, j'ai obtenu 0 personnes avec 0 caries, alors que normalement, j'en aurais dû en observer 0,37, c'est pas énorme. Donc, effectivement, on est là, puis on a une petite différence de 0,37. Donc, on a un petit espace, mais ce qu'on voit, c'est qu'on est relativement proche, donc ça marche relativement bien. Mais c'est normal, encore une fois, j'ai simulé des lots de Poisson. Okay, donc, si jamais vous faites un plot de good fit d'une loi de Poisson, donc ça encore une fois, je vous avais parlé des QQ-plots, par exemple, pour des lois continues. Dans le cas des lois discrètes, en fait, on peut regarder ce genre de choses pour lesquelles il va s'amuser à comparer les fréquences empiriques et la loi de Poisson. Alors, historiquement, classiquement, ce qu'on ferait, c'est de dire, je vais faire des petits histogrammes sur mes lois, puis je vais comparer ce que me donnerait ma loi théorique. Et ce que propose cet algorithme, c'est de dire, au lieu de coller en bas et d'avoir un écart en haut, il triche un tout petit peu dans le sens où il va coller en haut et il vous donne un petit écart en bas. Okay, donc, il y a cette petite subtilité qui consiste à voir que en fait, c'est des écarts ici qui vont être importants. Okay, donc, de regarder les écarts en haut. C'est pour ça que le graphe n'est pas forcément naturel. L'autre chose, c'est qu'il prend la racine carrée de la fréquence. Alors, je ne vais pas revenir sur pourquoi est-ce qu'on travaille sur des racines carrées quand on a de la Poisson, mais c'est très lié aux stabilités
des variances quand on fait des transformations par des racines carrées. Bon, voilà. Ça permet aussi de compresser un petit peu mon graphique et donc d'éviter de monter trop haut. Voilà. Donc, ça permet de voir un petit peu si jamais la loi de Poisson marche bien. Je vais m'arrêter là. Il y a des slides qui ne servent à rien, donc je vais les supprimer. Et on se retrouve pour la prochaine capsule où je parlerai cette fois-ci des variables factorielles et des tests donc, sur des lois multinomiales. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a plusieurs valeurs possibles et qu'on veut faire des tests là-dessus? Voilà, donc on parlera un petit peu de toutes ces choses-là bientôt.